Bonsoir, donc merci pour votre accueil et cette lourde responsabilité de conclure une saison de conférences peut-être un peu intermittente pour employer un vocabulaire proustien. Donc ce mot de saison, comme nous sommes à Versailles, je pense que c'est l'occasion de rappeler que Proust a eu sa saison versaillaise, puisque il a passé un séjour fameux entre deux appartements parisiens, donc entre la vente de l'appartement de ses parents et après la mort de sa mère, et avant qu'il s'installe dans le fameux appartement boulevard Haussmann, où il aura donc cette célèbre chambre de Liège qui, autre actualité culturelle, figure au musée Carnavalet, qui vient lui-même de rouvrir cette semaine avec cette version 2 de la chambre. Donc ça, c'est le Proust de la biographie. Pas mal de références pourraient être données, hein, mais vous pourrez voir l'article de Jean-Yves Tadier sur le sujet, avec aussi d'autres références de livres pour ceux que géographiquement la relation Proust et Versailles intéresse. Alors Versailles n'est pas non plus absent du roman, de la recherche du temps perdu, mais pas de manière très favorable, parce que j'hésite à le dire devant un public si largement féminin. C'est plutôt un lieu de perdition, Versailles, dans le roman. Alors c'est pas intuitivement ce à quoi on pense, je pense, quand on se représente Versailles, mais la maîtresse de Saint-Loup, Rachel, y est soupçonnée d'infidélité. Albertine elle-même, la grande Albertine, passera toute une journée à Versailles sans surveillance. Et on se doute qu'elle n'était pas allée visiter le château. On s'en doute d'autant plus qu'une confidence, bon, peut-être pas véridique, d'une de ses amies, auprès du narrateur effaré, ferait état de l'affection qu'avait Albertine pour la grotte du Petit Trianon, et y accomplir là aussi ce que le narrateur redoute, c'est-à-dire d'autres infidélités, et même doubles, puisque infidélité à leur histoire, mais aussi infidélité à son sexe, puisque, comme vous le savez, Albertine est soupçonnée par le narrateur d'être homosexuelle. Enfin, donc pas mal d'apparitions un peu tristes ou angoissantes de Versailles. La plus fameuse est encore la dernière promenade du narrateur avec Albertine, ce qui nous fait un lien avec Carpaccio, dont je reparlerai un peu tout à l'heure, de Carpaccio Padulien, puisqu'Albertine porte, pour cette dernière promenade, la fameuse promenade 2 fois crépusculaire, une robe supposément recopiée par le couturier Fortuny dans les tableaux de Carpaccio, cette fameuse robe bleu sombre admirable, qui était donc le titre de l'article qu'aimablement Jean-Marie vous a rappelé exister dans la dernière livraison des Cahiers de l'air. Donc, mais évidemment, je ne suis pas venu vous parler de Proust et Versailles, mais bel et bien, comme ça a été annoncé, de la relation entre Proust et Vinci, Proust face à l'énigme Léonard, et cette relation, elle ne commence pas à Versailles, puisque Versailles, malgré toutes ses richesses, ne compte pas de tableaux de Léonard de Vinci. De toute façon, il y a peu de tableaux de Léonard de Vinci dans le monde. Il y en a pas mal au Louvre. Et c'est évidemment au Louvre que Proust va se rendre pour découvrir, rencontrer Léonard de Vinci. Alors le Louvre de Proust, pardon, n'est pas tout à fait le nôtre. Le musée, puisque Proust va surtout y aller, même si les chronologies sont toujours compliquées avec lui, on va dire qu'il y est très présent de la jeunesse, on va dire les années 1887-88 jusqu'à 1900, enfin à peu près un peu plus d'une dizaine d'années. Et ce Louvre d'avant même le début du XXIe siècle, déjà c'est un musée qui n'est pas payant, auquel ont surtout accès les copistes, et ça donne lieu à des descriptions cocasses que je rappelle dans le livre, de toutes ces... là aussi en général, des femmes d'ailleurs, et souvent des Anglaises, selon la mère de Proust, montées sur des échelles, et
s'employant à copier les tableaux dont elle devait déclarer d'ailleurs l'identité pour pouvoir accéder aux collections. Autre intérêt, sinon particularité du Louvre qui est souvent soulignée, c'est que le Louvre est chauffé. Donc beaucoup des visiteurs se plaignent qu'on y voit, comme il est gratuit et chauffé, beaucoup de clochards. Et à l'opposé du spectre, beaucoup d'étrangers riches qui commencent à voyager. Et le thème de savoir si on ne pourrait pas faire payer non pas l'Allemagne pour se relier aux conférences historiques, mais les étrangers est aussi présent dans la littérature journalistique autour du Louvre. Ça n'est pas non plus l'accrochage d'aujourd'hui, puisque selon tout était fait de mode, et l'accrochage des tableaux dans les musées obéit lui aussi à des règles de mode, et donc à l'époque, les conservateurs pratiquent un accrochage très très touffu, du sol au plafond, et donc quand vous regardez les vieilles images du Louvre sur Internet, ben vous voyez des tableaux, des rangées de tableaux 4 par 4 du sol au plafond, et donc il était conseillé aussi, à défaut d'un billet, de se munir plutôt de jumelles quand on allait au Louvre, puisqu'il fallait regarder de loin des tableaux souvent accrochés en effet en hauteur. Et le plus célèbre des tableaux de Vinci qui se trouve au Louvre, qui s'y trouve toujours, c'est évidemment la Joconde. Et même la Joconde n'est pas installée comme nous avons l'habitude de la voir. Elle n'est pas dans cette salle des États aujourd'hui, ainsi nommée. À part sous sa vitre de protection, elle est au contraire mêlée à d'autres tableaux. C'est tout à fait étonnant dans le salon carré, cette pièce qui est au bout de la grande galerie, et elle est, là aussi vous le verrez dans des images qui sont reproduites dans mon livre, mais aussi sur Internet, elle est en bas d'une rangée, tout à fait parmi d'autres, et ça pourrait être un sujet de dispute et de colloque, mais on va dire que généralement on considère que l'extraordinaire célébrité de la Joconde, pas de Vinci, qui est déjà assez connue, mais que l'extraordinaire célébrité de la Joconde, telle qu'on la connaît aujourd'hui, comme sans doute le tableau le plus célèbre du monde, date très probablement de son vol, c'est-à-dire en 1911, comme si de manière très proustienne, c'était la disparition de l'être aimé qui lui conférait un lustre extraordinaire. Et donc c'est autour du vol de la Joconde, en 1911, finalement, que commence l'extraordinaire célébrité du tableau, et c'est tout un roman que je raconte en partie là aussi, que de savoir où elle était située dans le Louvre, puisque après son retour, on commence à prendre de premières précautions, et son emplacement a donc connu une série de variations avant de rejoindre la place où on la connaît. Mais donc si on veut imaginer ce que je m'efforce de faire aussi, Proust aller au Louvre, en fait, il n'est pas du tout en train de lever les yeux vers la Joconde comme nous le faisons, mais plutôt il les baisse parce qu'elle est vraiment accrochée très bas. Et probablement surtout, autre privilège de Proust, à part le fait d'être un génie, c'est surtout qu'il peut voir la Joconde, puisque vous savez, il est maintenant totalement impossible de voir la Joconde, puisqu'il faut suivre une file, et on ne la voit que de loin, et il est même question de minuter le temps qu'on peut passer devant elle maintenant. Donc, mais Proust, en fait, et on en reparlera dans le cadre de cette conférence, en fait, Proust, assez vite, écarte la Joconde comme le tableau qui l'intéresse le plus chez Vinci. Je pense qu'il est lui-même sensible à la distance que crée la notoriété même de la Joconde et le caractère soit purement commercial, soit purement d'entraînement de sa célébrité, et il n'en fait pas le plus beau tableau du monde. Il est vrai qu'il le plus beau tableau du monde, comme vous le savez, selon la recherche et selon Proust dans la recherche et dans sa correspondance, c'est en fait le petit pan de Mur jaune, enfin le tableau de Vermeer, qu'il revoit en 1921, devant lequel il fait mourir l'écrivain du livre Bergotte, et il dit dans sa correspondance j'ai revu le plus beau tableau du monde. Enfin, Proust était assez amphigorique dans ses compliments et ses expressions, donc tout n'est pas toujours à prendre au pied de la lettre, et dans les lettres encore moins que dans le roman. Ou en tout cas, Proust
va presque tous les jours au Louvre pendant sa jeunesse, il y emmène des amis, et les tableaux qu'il préfère, il les cite dans sa correspondance, et les amis qui l'ont accompagné en ont fait le récit, c'est quand même les Vinci en général, donc pas tellement la Joconde, mais l'ensemble que constitue au Louvre, le Saint-Jean-Baptiste qui est aimablement projeté derrière vous, parce que je m'y attarderai un peu plus et que Proust s'y est attardé. Mais on peut dire, et sa mère d'ailleurs en plaisante, puisque elle lui écrit dans une lettre que je cite là aussi, je suis allé me jeter aux pieds des Vinci, et elle fait référence par là évidemment à l'adoration, l'affection qu'inspire à son fils ces tableaux et l'attraction qu'ils exercent sur lui. Au point que Proust, dont les essais d'écriture coïncident, les premiers essais d'écriture avec la jeunesse et ses visites au Louvre, puisque son premier livre publié, qui n'aura pas un grand succès, comme ça, comme quoi les écrivains ne doivent jamais désespérer, Les plaisirs et les jours, en 1896, contient une dédicace que je vais vous lire, et à un jeune homme, William Is, qui fait aussi l'objet d'études proustiennes, mais tout fait l'objet d'études proustiennes, donc on n'est pas obligé de tout lire. Mais dans la dédicace publique, en fait, ce livre est dédié à Willie Is, qui était mort juste avant, jeune, là aussi dans une sorte de romantisme un peu triste. Et donc la dédicace à cet ami perdu est ainsi libellée, souvent le doigt levé, les yeux impénétrables et souriants en face de l'énigme que vous taisiez, vous m'êtes apparu comme le Saint Jean-Baptiste de Léonard. Donc on retrouve l'idée du doigt levé, du sourire, de l'énigme, on va y revenir, comme quoi le tableau de la grande galerie du Louvre aura frappé Proust. Et il est vrai que le tour de ce tableau, comme vous pouvez le constater vous-même, si on regarde d'ailleurs toujours la Grande Galerie, il y a peu de tableaux dans la Grande Galerie du Louvre, peu de tableaux finalement qui sont si ambigus sur le personnage qu'ils représentent, c'est-à-dire la règle du jeu dans les tableaux, et les tableaux d'église dont sont principalement extraits ceux de la collection du Louvre, ne laissent pas le doute planer. Une vierge ressemble à une vierge, les saints doivent ressembler à des saints avec des signes, les évangélistes aussi bien entendu. Et finalement, quand vous parcourez la grande galerie du Louvre, il y a deux artistes qui ont recours à un procédé un peu d'incertitude ou de mystère, qui est de faire figurer un corps très présent. Là, on voit la musculature, l'ossature, le dessin, la force physique de ce personnage, sans qu'il soit immédiatement aisé finalement de lui donner un nom, de le rattacher à une figure sainte. Et d'ailleurs, ce tableau fera l'objet de controverses assez durables sur la question de savoir s'il présente vraiment un Saint Jean-Baptiste ou bien s'il présente un Bacchus, une figure plus profane. Bon, en tout état de cause, quand vous traversez la grande galerie du Louvre pour amortir le billet qu'il faut maintenant prendre pour visiter ce musée, le seul artiste finalement quelques dizaines de mètres plus loin et un peu plus tard dans le temps, puisqu'il est du XVIIe siècle, qui a recours à ce type de procédé où on présente un corps sans son symbole, un corps sans son nom, c'est Caravage. Et la Vierge de la mort de la Vierge, d'un certain point de vue, est plus un cadavre qu'elle ne semble une figure sainte, qu'une figure religieuse, symbolisée, et ce pas tout à fait jeune homme, mais en tout cas ce personnage, cette présence, est tout à fait peu marquée, on va dire, dans le registre du symbole. Alors, Proust lui-même aura recours finalement à ce procédé littéraire dans la recherche qu'il dit lui-même avoir admiré chez Dostoïevski, c'est-à-dire que la plupart de ces personnages apparaissent physiquement, sont physiquement présents, sans qu'on connaisse leur nom souvent,
mais ça c'est une expérience banale qu'on peut tous faire. Mais surtout, même une fois leur nom connu, au début le nom ne dit rien et la réalité du personnage se découvre finalement dans le temps. Donc Proust a repris cette idée que les personnes, les êtres nous apparaissent d'abord en images, c'est clair, et finalement leur vérité, leur réalité, dans son roman, prend beaucoup de temps à se découvrir. Vinteuil, qu'on prend pour un personnage de musique un peu raté, se découvre avec le temps être un génie. Bergotte, qu'on prenait plutôt l'écrivain dont je parlais pour un génie, finalement va plutôt découvrir sa médiocrité. Charlus, qu'on croit être un noble, extraordinairement viril, va découvrir son homosexualité et des formes de folie tout à fait inattendues, voire artistiques, chez un personnage qu'on aurait pu prendre pour un mondain. Au demeurant, la première fois où le narrateur le voit, il le prend surtout pour une espèce de voyou, donc il n'imagine même pas sa noblesse. Donc voilà, ce jeu d'apparitions successives, d'aller-retour entre l'apparence, la réalité, le nom, est au cœur aussi de l'esthétique proustienne, sans qu'il soit tout à fait possible de penser que cette technique lui serait apparue forcément dans ce tableau de Vinci, puisque bien d'autres éléments à l'œuvre peuvent expliquer l'intérêt que Proust peut avoir pour Vinci, donc au point que sa mère, comme je le disais, y fasse référence de manière un peu ironique. Hein. Je suis allé me jeter aux pieds d'eux, c'est vraiment Vinci ton idole, Vinci ton admiration suprême. Donc si on réfléchit à ce qui peut attirer immédiatement Vinci chez Proust, on a tout de suite les idées évidemment de charme, un certain rapport élégant à la beauté, délicat, naturellement l'androgynie, l'incertitude sexuelle, qui est un des grands thèmes de Proust, à la fois quand il rappelle une supposée origine androgyne de l'humanité, où nous étions d'abord fusionnés, puis nous avons été séparés entre deux sexes, les titres de son livre, Sodome et Gomorrhe, la citation qui revient toujours du poème de Vigny, Sodome ira d'un côté, Gomorrhe de l'autre, enfin, l'idée en tout cas que la séparation des sexes dissimule en fait des incertitudes, une androgynie constitutive de chacun, idée relativement devenue moderne, hein, la part féminine, la part masculine, les théories du genre, finalement, je ne suis pas sûr qu'elles séduiraient Proust, mais en tout cas elles ne sont pas intellectuellement séparées de cette idée, et donc les traits les plus immédiatement perceptibles d'un tableau de Vinci sont de nature, peut-on penser, sans grand risque théorique, à séduire et attirer Proust. En même temps, évidemment, si ça n'était que cela, il n'y aurait peut-être pas matière à essayer de tirer le fil d'une relation durable, intéressante en tout cas pour vous ce soir. Il y a évidemment dans la saisie qu'a Proust de la figure de Vinci, déjà l'idée du mystère. Ce qui est amusant, c'est qu'avant même les élucubrations modernes, hollywoodiennes, du Da Vinci Code, l'idée que Vinci serait une espèce de chiffre qui contiendrait je ne sais quel secret, très tôt dans les études sur Vinci, la référence au mystère, y compris dans la dédicace des plaisirs et des jours, est présente. C'est-à-dire, et on le voit bien, si j'ose dire, en effet au sourire énigmatique dont parle Proust, le personnage de Vinci nous regarde comme s'il savait quelque chose que nous ne savons pas et qui n'est pas pressé de nous communiquer. Donc ce thème du mystère, Proust, je cite plusieurs lettres dans le livre, il fait référence quand il s'adresse à Montesquieu ou à Anna de Noailles. Il y a bien cette idée du mystère, un sourire de supériorité, dit-il souvent, et un sourire de supériorité qui est associé à l'idée de savoir, c'est-à-dire que le personnage sait quelque chose que nous ne savons pas. Alors évidemment, pour qu'un tel savoir ou un tel mystère demeure,
resterait à savoir ce que ce personnage sait, parce que si on fait un petit pas de côté ou un effort critique, ce qui n'est jamais mauvais, même avec ses admirations, il y a quand même peu de chances que Vinci sache au XVIe siècle beaucoup de choses que nous ignorions. C'est-à-dire, certes, et j'y reviendrai, Vinci est une figure du génie, mais un génie touche à tout, un génie du savoir et de la science, mais du XVIe siècle. Donc on voit bien qu'au XXe siècle, beaucoup des aspects du savoir de Vinci, sur les machines, sur le corps, sur la médecine, sont totalement dépassés. Et pourtant, quand on regarde ce tableau, et quand on regarde les figures de Vinci, on ne peut jamais se départir du sentiment qu'en effet elles savent quelque chose. Bon, Freud fera, je reviendrai peut-être, tout un essai sur le sujet, hein, le fameux souvenir d'enfant de Léonard de Vinci, est autour de la question de savoir ce que les sourires des personnages de Vinci peuvent bien à la fois dissimuler et à quoi font-ils allusion, puisque c'est de l'ordre de l'allusion. Et ce thème d'un savoir réservé à quelques-uns, ce thème d'initié, ce thème d'un club, d'une confrérie, il est très proustien. C'est-à-dire, chez Proust, cette idée que des cénacles, des clubs contiennent des êtres d'exception, où il s'y passerait des choses qui ne se passent pas dans la vie ordinaire. Elle était tellement ancrée chez lui, bon, que dans son roman, le Jockey Club occupe une place très importante, évidemment. Lui-même a tenté de rentrer dans certains cercles mondains, comme celui de la rue Royale, mais on pourrait dire que les personnages de Proust sont aussi reliés par des cercles, des sociétés secrètes. L'homosexualité en est évidemment une, et où le petit clan des Verdurins, un clan mondain, le terme l'indique assez, qui pratique l'exclusion, dans lequel il faut être admis, et Proust ne traitait pas cela à la légère, au point d'ailleurs, pour donner quand même une dignité à ce qui sinon serait peut-être une vulgaire affaire de snobisme, il fait dire à son personnage Saint-Loup, qui lui-même et d'une famille les Guermantes qui sont membres du Jockey Club. Il fait dire à Saint-Loup à un moment, la question finalement n'est pas celle de Hamlet, être ou n'être pas, la vraie question c'est en être ou pas. Donc il y a ce souhait quand même toujours chez Proust qui est quand même particulièrement cultivé et capable de lien, une ambition autour du club, oui, l'idée d'en être. Et le personnage de Vinci, quand il nous regarde, il a un peu tendance à dire « mais vous n'en êtes pas ». Enfin, je suis un peu désolé. Et il n'est pas sûr d'ailleurs qu'il envisage de nous y introduire. Alors, c'est un ensemble d'éléments dont on peut penser qu'ils sont de nature à séduire le jeune Proust, à l'époque où il n'a pas d'œuvre. Également, les écrits de Vinci sont pas, quand on regarde une page de Vinci, donc mon petit ouvrage reproduit à la fois une page de Proust et une page de Vinci, en fait on retrouve un peu le sentiment d'un texte surchargé, voire légèrement énigmatique. Vous savez que Vinci écrivait de droite à gauche, chiffrait son écriture, donc là aussi le thème du mystère. Et autre dimension qui devait sans doute plaire à Proust, c'est la fameuse phrase de Vinci, quand Vinci écrit dans ses carnets et puis il la répète à l'envi, la peinture causa mentale, donc par opposition à une activité manuelle, la peinture est une chose de l'esprit. Alors évidemment, chez Vinci, il y a à la fois une dimension intéressée, puisque les peintres, économiquement, sont intéressés à s'éloigner des arts manuels, des ouvriers, des menuisiers, et à rejoindre ce qu'on appelait à l'époque les arts libéraux, la poésie, l'écriture, la musique. Bon, il y a aussi une dimension sociologique et économique du propos de Vinci. De toute façon, toute citation doit être contextualisée, mais au-delà de ce qui pourrait être un enjeu de pouvoir et donc d'argent, puisque un peintre demandera à être mieux rémunéré qu'un artisan, puisqu'on n'achète pas que l'habileté de ses mains, on achète aussi son esprit, sa vision. Donc le thème de l'artiste,
qui est un mot qui apparaît assez tardivement et qui n'est pas encore consolidé totalement à l'époque de Vinci, c'est bien l'idée que c'est son regard, sa vision, son esprit que vous achetez. Et donc ce causa mental, il ne peut que plaire à Proust, enfin, parce que l'écriture, comme causa mental, vous faites pas mieux. C'est certes une activité très manuelle, vous avez quand même, surtout à l'époque de Proust, où il écrivait au stylo ou à la plume, une activité manuelle certaine, mais c'est quand même l'esprit qui écrit, sachant que chez Proust, la notion d'esprit, là aussi, doit être légèrement distinguée de l'intelligence. Vous savez que Proust ouvre un de ses ouvrages inachevés qui conduiront à la recherche, le Contre Sainte-Beuve, par cette fameuse phrase « Chaque jour, j'attache moins de prix à l'intelligence ». Ce qui, de la part, évidemment, du romancier le plus intelligent, sans doute, de notre culture, est un pied de nez digne du petit sourire ironique de Vinci, parce que Proust attachait beaucoup d'importance à beaucoup de choses, dont à l'intelligence, dont il ne manquait pas, et il ne souffrait pas les idiots, et il ne s'épargnait pas finalement de relever la bêtise de ses contemporains, y compris de ses lecteurs, ce qui n'est pas toujours très agréable, mais évidemment, dans la construction proustienne, l'intelligence ne donne accès qu'à des choses, comme son nom l'indique, intelligibles, qui peuvent être pensées par n'importe qui, et Proust fait tout un livre pour expliquer que ce qui nous rend l'épaisseur de la vie, son charme, sa vérité, ça n'est pas l'intelligence, mais la mémoire, la fameuse mémoire involontaire. Et comme la causa mentale de Vinci, la phrase de Proust contre l'intelligence est tout à fait intéressée. C'est pas, même à l'époque de la jeunesse de Proust, une adhésion non plus sans risque à cette figure de Vinci, et ça nourrira sans doute des réticences ou des biais dont je vais parler, puisque cette conférence est un peu comme la recherche, une sorte de roman policier avec une série de révélations ou de suspense, enfin j'espère. Donc ça n'est pas linéaire chez Proust, et il y a bien des aspects sans doute qui doivent embarrasser Proust dans la figure de Vinci, qu'il connaît quand même assez largement, même si tout de Vinci, notamment ses carnets, n'est pas publié à l'époque de Proust. Il a lu des ouvrages. J'essaie un peu de restituer ce que pouvait être la connaissance par quelqu'un de cultivé de Vinci autour des années 1900. On ne sait pas tout, enfin on ne sait jamais tout sur rien d'ailleurs, mais enfin on ne sait pas tout ce que nous savons aujourd'hui, mais on sait quand même pas mal de choses. Et notamment la réputation de Vinci de ne jamais rien finir est une réputation de nature à angoisser légèrement Proust, qui a certes fini Les Plaisirs et les Jours, mais Les Plaisirs et les Jours n'est pas vraiment un livre fini, puisque c'est un livre d'assemblage. J'ai récolté ce livre, dira-t-il, bon, de textes épars. Proust a plusieurs essais, ou romanesques ou non, inachevés, Jean Santeuil, le Contre Sainte-Beuve que j'ai cité, avant 1908, et la fameuse phrase où il écrit une correspondante « Je viens de commencer et de finir tout un long livre », avant 1908, on considère en général que Proust est assez au courant, qu'il a du mal à finir, qu'il a du mal à garder le souffle, et que ses idées, les scènes, les sensations qui s'accumulent, qu'il note dans des carnets depuis quelques années, ne donnent jamais un livre. Donc, un peintre célèbre pour ses inachevés, double inachevé, puisque on sait que Vinci laissait des tableaux en plan, mais aussi c'est le fameux non finito ou sfumato, l'imprécision, qui n'est pas due qu'aux moyens de la mairie de Versailles, hein, qui est due aussi au génie du peintre, pouvait aussi, pour Proust, présenter un facteur certain d'angoisse, en fait. Hein. Alors, je cite cette phrase que répète Vinci dans tous ses carnets, parce que Vinci, ça l'agaçait un peu qu'on lui dise que c'était pas fini, ces tableaux ou ces monuments équestres ou ces machines de guerre. Enfin, il pouvait pas tout nier de son inachèvement, et notamment, il passe sa vie à écrire toutes les 5, 10, 15, 20 pages, une formule, dimmi se mai fu fatta alcuna cosa. Donc, dis-moi, enfin toi lecteur imaginaire, si jamais une chose fut faite, une chose fut terminée.
Donc, si on pense à une expression contemporaine qu'on emploie extrêmement souvent aujourd'hui, de plus en plus sous l'influence, non pas d'un Versaillais, mais de quelqu'un de Neuilly, Nicolas Sarkozy, et des anglo-saxons, l'expression do the job. De plus en plus, vous entendez dire ça fait le job, ça le fait, do the job, bon, comme les Américains, c'est vraiment une formule. Truman a dit ça de la bombe atomique, hein, do the job. Donc il y a un côté exécution d'une tâche, et effectivement, le non fini, l'inachevé, un meuble inachevé, ça se voit. C'est clair, il manque un pied, l'encrier n'a pas été creusé, bref, elle n'est pas peinte. Bon. Un tableau, un livre, est-ce que ça relève de cette logique d'artisan, de cette logique de mode d'emploi Ikea? Vinci dit que non. Donc ça l'agace qu'on lui parle de finir. Et Proust, évidemment, au-delà de son angoisse sur le non finito, a aussi une vision plutôt d'un univers, et son roman donnera l'exemple, même s'il prétend l'avoir commencé après avoir trouvé la fin, d'un univers en perpétuelle expansion, y compris à cause de l'irruption d'Albertine dont je parlais tout à l'heure, qui, en plus de sa promenade à Versailles, va venir bousculer les plans du roman. Donc, en tout cas, quand bien même Proust serait en capacité de revendiquer autre chose qu'un artisanat, autre chose qu'une conception un peu bébête du fini, qui en peinture donne des peintres comme Ingres, d'ailleurs, qui ont peut-être l'excès inverse d'être trop dessinés, de ne pas laisser de place à l'imagination. En tout cas, il est possible que dans sa jeunesse, la réputation de Vinci de ne pas finir ait pu lui présenter quelques aspects angoissants et peut-être un peu repoussants. Alors il y a une deuxième dimension qui peut avoir embêté Proust, c'est évidemment l'androgynie est un thème philosophique depuis Platon et une réalité finalement relativement neutre, mais son extension vers l'idée qu'elle est plutôt reliée à l'homosexualité. La question de l'homosexualité chez Vinci a jamais été totalement tranchée, mais on va dire que ça fait partie des rumeurs qui accompagnent la figure du peintre. Et Proust lui-même, y compris dans ses lettres, s'inquiète aussi de pouvoir avoir cette réputation. Et ils vont partager un nom dont je parle dans le livre, ce fameux nom de Salaï, qui serait un des aides de Vinci, enfin qui était un des aides de Vinci, et un peu plus, un jeune secrétaire qui l'accompagne longtemps, et Proust souvent utilise ce nom comme synonyme de l'homosexualité, même s'il y a un autre Salaï à cette époque à Paris, qui est une grande figure homosexuelle, et on peut, Jean-Yves Tadier, quand j'échangeais avec lui, il me disait non, c'est pas le Salaï de Vinci, vous y allez trop fort, cher ami, c'est ce Salaï-là. Enfin, ni lui ni moi ne le savons. Et on va demander, ou en tout cas je demande le bénéfice du doute. Donc Vinci l'attire, Vinci lui fait s'attarder devant les tableaux, le Vinci du Saint-Jean-Baptiste bien plus que la Joconde, le Vinci du savoir, de l'énigme, d'en être, avec les inquiétudes liées éventuellement à ces dimensions d'homosexualité, d'inachèvement, qui ne sont pas de nature à peut-être attirer plus que cela le jeune Proust dans ses années de formation, donc puisque le Louvre, comme je vous le disais, il cessera d'y aller pratiquement après 1900. Il a donc à cette date uniquement publié Les plaisirs et les jours, quelques articles dans le Figaro. Ça n'est pas du tout encore l'écrivain que l'on connaît, lancé dans son grand œuvre autour de 1908, peut-on dire. Et donc, cette fréquentation de Vinci, que va-t-il en rester quand Proust va se mettre vraiment à écrire son chef-d'œuvre par lequel on le connaît, La recherche du temps perdu. Donc, les années qui passent entre 1900 et 1908 sont des années où Proust continue de former un peu plus son goût, sont les années de traduction du fameux esthète anglais Ruskin, la Bible d'Amiens, les Sésame, les Lys, etc. Traduction qui participe de la légende proustienne, hein, puisque Proust disait les grands livres semblent avoir toujours été écrits en langue étrangère, et
il a traduit Ruskin qui écrivait en anglais sans connaître l'anglais. Donc ça fait partie aussi des légendes proustiennes. Comment peut-on traduire un livre écrit dans une langue qu'on ne connaît pas? Bon, après, il y avait des dispositifs de soutien entre sa mère et une anglaise. Mais enfin, c'est assez proustien finalement que de traduire une langue qu'on ne connaît pas, parce que finalement, peut-être qu'aucune langue n'est connue. Au contraire, les grands livres donc sont dans cette langue étrangère que chacun finalement finit par connaître. Donc Proust, à travers cette fréquentation de Ruskin, où il y a beaucoup de questions là aussi de peinture, mais beaucoup de Rembrandt, pas mal de Carpaccio, j'y reviendrai, va se prémunir contre ce qu'il va appeler plus tard l'idolâtrie. Donc le fait d'avoir une relation comme ça de distance, d'adoration, va lui sembler insuffisant. Et évidemment, la figure de Vinci se prête bien à cette idée d'idolâtrie, puisque les idées d'énigmes, de mystère, de divinité, le divin Vinci, etc., encouragent éventuellement à ce type de relation d'adoration dont il n'est pas fanatique. Dans ses amours de jeunesse, mais j'y reviendrai peut-être un peu après, il y a aussi Carpaccio. Quand vous êtes dans la grande galerie du Louvre, si vous quittez le Saint-Jean-Baptiste pour aller voir Caravage, pour faire l'expérience des corps innommés ou des décalages entre le corps et le nom, vous allez passer devant le seul Carpaccio du Louvre, puisque le Louvre, je crois que le Louvre en a deux d'ailleurs, mais je suis pas sûr. Enfin, le grand Carpaccio du Louvre, qui est la prédication de Saint-Étienne. Et Proust devait s'y être arrêté, puisque c'est un des tableaux, un grand tableau, un grand format, et où on voit tout à fait bien les vêtements, les étoffes vénitiennes qui vont fournir un des motifs au personnage d'Albertine dans la recherche. Et Carpaccio, quand Proust le connaît à peu près en même temps que Vinci, mais en allant à Venise en 1900, donc à peu près l'année où il cesse d'aller au Louvre, Proust a dans sa correspondance le même genre de qualificatif qu'il a pour les Vinci, c'est-à-dire on y retrouve l'idée du charmant Carpaccio, l'androgynie là aussi, les Saint-Georges de Carpaccio avec leurs cheveux longs et bouclés à Venise sont évidemment des personnages tout à fait délicats et qui peuvent alimenter ce même désir d'une différence des sexes moins marquée. Et Carpaccio, lui aussi, j'y reviendrai, amour de jeunesse de Proust, va connaître dans la recherche, au moment où en quelque sorte les choses sérieuses commencent, une certaine transformation, voire déformation. Donc Proust est légèrement prévenu contre l'idolâtrie, et il n'est pas sûr non plus que la question du mystère au cœur de la réputation de Vinci et de l'apparence immédiate des tableaux soit tout à fait le projet proustien, puisque Proust a quand même la conscience, quand il est lancé dans la recherche, entre donc de 1908 à 1922, pour faire simple, il a quand même la conscience d'être en rupture avec les codes romanesques précédents. S'il n'en avait pas la conscience, le refus des premiers éditeurs, de toute façon, lui rappellerait. Et donc, il a l'ambition d'un roman tout à fait novateur, une espèce de roman, dit-il à Grasset, au moment de se faire publier. Et l'inquiétude symétrique à cette conscience d'être nouveau, c'est la peur de ne pas être compris. D'autant que Proust, ayant construit lui aussi la recherche du temps perdu, mais de manière plus durable, comme une sorte d'enquête, de roman policier qui contient sa révélation finale, il peut s'inquiéter que tant que l'on n'est pas arrivé à la fin du livre, c'est-à-dire le temps retrouvé, on ne le comprenne pas tout à fait. Et il peut aussi craindre qu'on ne le comprenne pas tellement plus assez. Et donc cette notion de mystère de Vinci qui fascine encore aujourd'hui, je parlais tout à l'heure du Da Vinci Code, donc l'idée que des secrets
contenus dans les tableaux de Vinci ne sont toujours pas élucidés, n'est pas tellement une idée qui plaît à Proust à ce point-là. Quand il envisage dans le temps retrouvé, je cite ça aussi dans le livre, la future lecture qu'il aimerait du livre qu'il va écrire, puisque La recherche du temps perdu est une longue introduction à un livre qu'à la fin on ne lit pas vraiment, mais dont il entrevoit la possibilité et la nécessité. Il évoque de manière un peu ironique la crainte que ça soit une sorte de monument druidique. Donc l'idée, en effet, un cromlech, des menhirs, qui sont aussi encore à nos yeux associés à des recherches sur leur signification religieuse, sociale, enfin quelque chose dont on n'a pas épuisé le mystère, mais du coup qui échappe en partie à notre compréhension. Donc Proust ne rêve pas pour lui d'un destin finalement à la Vinci, d'être associé sempiternellement au mystère. Alors évidemment, comme toujours en matière littéraire et plus encore avec Proust, la situation est plus ambiguë parce qu'il n'a pas envie non plus d'être lu de manière très simple comme un journal. Il est ambivalent et d'ailleurs le vocabulaire un peu mystique n'est pas absent de sa correspondance puisque dans une lettre très célèbre de 1914, après la publication du côté de chez Swann en novembre 2013, en novembre 1913, pardon, Proust a beaucoup de mauvaises critiques qui disent son bouquin, enfin son livre n'est pas composé, sont des souvenirs d'enfants, on n'y comprend rien, il n'y a pas de plan. Et Proust est très vexé puisqu'il a, comme je le disais tout à l'heure, prétendu toujours avoir écrit la fin avant le début, et donc être au contraire un ouvrage très composé qu'il compare à une cathédrale. Donc une cathédrale, ça a un plan, ou à une robe, ça a une ligne, une forme. Proust est très vexé que les critiques lui opposent finalement une lecture à l'opposé de ses intentions, et un seul critique, au contraire, fait état, lui, de son pressentiment ou de sa conscience d'une structure de La recherche du temps perdu, d'un livre tenu composé, c'est Jacques Rivière, qui sera très présent aux côtés de Proust toutes ces années-là, pour la publication de La recherche, dans la NRF, mais aussi l'établissement des volumes. En tout cas, Proust, content qu'un critique ait distingué cette dimension construite de son œuvre, écrit à Rivière, vous m'avez deviné. Donc deviner, c'est quand même deviner, divination, c'est quand même un verbe qui finalement s'accommoderait assez bien des premières impressions de mystère qui s'attachent à Vinci. Donc Proust se lance dans la grande aventure, ne va plus au Louvre, enfin ne sort plus de sa chambre, on va dire, et se lance dans la grande aventure de la recherche. Donc la peinture dans la recherche, elle va en fait être très présente, mais elle va être présente avec la figure du peintre du roman, Elstir, qui est plutôt un peintre, on peut toujours discuter de ses sources, mais un peintre plutôt, on va dire, d'essence impressionniste. Turner, Whistler, mais en tout cas un peintre de sensation, moderne, à l'époque de la recherche, et qui n'est pas, mais j'y reviendrai, sans doute du tout de l'école de Vinci et de l'école du savoir et du mystère. Mais pour les peintres, les vrais, si j'ose dire, ceux qu'on voit au Louvre, que deviennent-ils ? Alors c'est surtout Venise, en fait, qui triomphe dans la recherche. Venise ou le Nord avec Padoue, puisque les peintres les plus utiles au récit, ceux dont Proust a le plus d'usage, ce sont à la fois Titien, Giorgione, Giotto, et donc c'est vraiment l'école vénitienne qui tient le haut du pavé dans la recherche. Carpaccio, cet amour de jeunesse qui aurait pu lui aussi être finalement barré par soit cette crainte que ce côté charmant, androgyne, légèrement homosexuel, léger, frivole, nuise. Donc cette crainte-là qui avait pu barrer Carpaccio va être levée grâce au personnage d'Albertine, puisque, mais assez tardivement, hein, c'est en 1916 que Proust cherche pour la jeune femme
des robes, cherche à la vêtir pour quelque peu l'enfermer, on va dire. C'est dans les épisodes de La prisonnière. Et c'est là où son enquête le conduit à retenir, mais encore à Venise, comme peintre ayant donné le modèle des robes que va porter Albertine et qui seront fabriquées par un vrai couturier qui existait pour de bon, Fortuny, donc à retenir Carpaccio, le Carpaccio vu au Louvre avec Vinci, trouve là, in extremis, grâce à Albertine, elle-même inventée en cours d'écriture de la recherche, finalement Carpaccio trouve une seconde jeunesse, puisque avant l'épisode d'Albertine et des robes, si on cherche Carpaccio, en tout et pour tout, on va trouver un tapis dans l'église de Combray quand la duchesse de Guermantes sort. Donc c'est quand même pas, pour ce qui reste d'un amour de jeunesse, un tapis dans une église et en quelques lignes, c'était tout de même pas une performance extraordinaire. Donc Carpaccio, amour de jeunesse, tout vénitien qu'il était, ne fait pas partie finalement du courant, ou ne bénéficie pas tout à fait du courant ascendant de Venise dans la recherche. Alors Vinci, lui, comme on le sait, il n'est pas vénitien. Proust, dans ses voyages en Italie, ne sera allé qu'à Venise, donc il n'aura pas vu Florence, la Toscane, enfin donc il n'a pas vu Vinci sur place. Il ne l'aura connu qu'à travers les tableaux du Louvre. Et donc, Vinci ne va pas bénéficier de cette prééminence, c'est fort logique, de Venise dans la recherche, au contraire, puisque si la Joconde est citée, associée à Odette, je le rapporte dans le livre de manière un peu rapide et pas très valorisante, il y a une vague allusion à la Seine, et puis aux caricatures de Vinci, là aussi, grâce à Albertine, mais les caricatures, c'est quand même pas la partie de l'œuvre la plus exaltée d'ordinaire, donc on peut pas dire que Vinci s'en tire bien en termes de figuration directe dans la recherche, sachant que ces quelques extraits d'œuvres de Vinci présentes dans la recherche, les références à Vinci dans la correspondance ou dans la dédicace et au plaisir et les jours font apparaître deux tableaux très connus de Vinci, donc la Joconde et le Saint Jean-Baptiste qui vous est projeté, et la fameuse Sainte-Anne sur laquelle Freud fonde tout son ouvrage est totalement absente des écrits de Proust, lettres ou bouts d'essais ou textes de la recherche. Donc évidemment, cette absence peut intriguer, d'autant que le tableau de Sainte-Anne, la Vierge et l'Enfant est vraiment un tableau du maternel, double maternel, Marie, la maman de Marie, et on sait l'importance qu'avait pour Proust sa mère, les figures féminines, et peut-être est-ce cette importance même qui lui fait finalement ne pas commenter, faire allusion, ni s'attarder, en tout cas au moment d'écrire, à la Sainte-Anne, sachant que l'ouvrage de Freud est très postérieur, dans sa traduction en tout cas, à la mort de Proust. Proust mort en 1922 et l'ouvrage de Freud est traduit en 1927. En revanche, ils ont pu, à l'occasion des séjours à Paris de Freud, se croiser dans les couloirs du Louvre, mais ne pas se reconnaître, et les rapprochements ont été faits entre Proust et Freud du vivant de Proust. En revanche, très souvent, il y a été fait référence, où on a fait savoir à Proust que tout ce qu'il racontait sur la mémoire, l'inconscient, les incertitudes sexuelles faisaient l'objet des travaux de ce médecin viennois, mais Proust a toujours prétendu ne jamais avoir lu Freud, pas une ligne de Freud, comme il prétendra aussi ne jamais avoir rien compris Einstein, qui est l'autre grand génie en dehors du livre, qui commence d'être rapproché de Proust, puisque la théorie de la relativité générale, qui
finalement nous conduit à réviser les rapports de l'espace et du temps, vont assez bien aux déformations du temps dans la recherche du temps perdu. Et ce rapprochement a été fait, il amusait Proust, mais là aussi, Proust finalement n'enchaînait pas, puisque c'est parfois décevant, et j'espère que vous n'en aurez pas une illustration supplémentaire avec ma conférence, mais souvent quand des génies se rencontrent, il ne se passe pas grand-chose d'ailleurs. Donc Proust, les génies de son temps, donc Freud, il ne le lisait pas, Einstein, il dit je comprends pas, et il y a une fameuse scène où il rencontre James Joyce, et cette scène ne donne absolument aucun résultat, ils ne se parlent pas, ils partagent une voiture, Joyce veut fumer, Proust veut ouvrir la fenêtre, enfin, finalement la rencontre entre des génies est parfois décevante, en tout cas dans le même siècle. Une critique que la rencontre entre Proust et Vinci pourra ne pas souffrir. Et pareil, quand Proust rencontre Bergson, qui est un cousin éloigné, ils s'échangent des recettes de tisane pour mieux dormir la nuit, et ils n'échangent pas du tout sur la nature du temps, qui est pourtant un des grands thèmes bergsoniens. Donc Proust, au moment d'écrire La Recherche, semble avoir tenu à distance cet amour de jeunesse qu'était Vinci. Alors évidemment, on peut aussi avoir une approche très flaubertienne. Vous savez, Flaubert, dans la correspondance avec Louise Collet, quand il est en train d'écrire Madame Bovary, fait toute la théorie de la subjectivité de l'auteur dans un ouvrage, de sa présence dans le texte, et donc Flaubert, comme on sait, c'est le théoricien de l'impersonnalité en art, mais enfin dit comme ça, c'est un peu la gare des Nichards et c'est un peu ennuyeux. Mais donc Flaubert a une phrase pour se faire comprendre de Louise Collet qui est tout à fait lumineuse. Il dit l'auteur doit être dans son livre comme Dieu dans la création, présent partout et visible nulle part. Donc en fait, il faut imprégner les pages, et finalement c'est déchoir que d'être cité dans un livre, si j'applique cette logique au rapport entre Vinci et Proust dans La Recherche. Vinci n'y est quasiment pas visible. Y serait-il présent? Proust lui-même emploie cette phrase, puisque Proust connaît fort bien Flaubert, écrira une petite étude sur l'imparfait chez Flaubert, qui est célèbre et fameuse dans tous les sens de fameux, c'est excellente à lire, mais tout à fait réputée. Et donc, Proust, quand il écrit à son grand ami Reynaldo Hahn, qui est sans doute un ami de jeunesse, mais qui sera un ami jusqu'à la fin, et c'est sans doute des grandes figures aimées de Proust dans la vie, qu'il s'agisse de sa mère, il y a bien une mère dans le roman, et même une grand-mère, si ça ne suffisait pas. Fénelon, quelques autres ont inspiré le personnage de Saint-Loup, Albertine, on pourra en trouver le modèle dans le grand drame amoureux qu'aurait été sa relation avec son chauffeur Alfred Agostinelli. Enfin, pour toutes les grandes figures de La Recherche, même si Proust refusait l'idée de modèle, évidemment, et pour toutes les grandes figures de la vie de Proust, on trouve un équivalent ou un morceau d'équivalent dans La Recherche du temps perdu. Un seul des très proches de Proust échappe à cette visibilité dans La Recherche, c'est Reynaldo Hahn. Et d'ailleurs, quand Proust lui envoie le volume de Du côté de chez Swann qui amorce la publication du grand roman, il lui dit vous êtes dans ce livre, présent partout, visible nulle part. Donc, ça n'a pas échappé à Proust qu'il allait avoir affaire à finalement deux sortes de réactions parmi ses proches. Ceux qui vont se retrouver trop visibles, qui vont prétendre être le modèle de la duchesse de Guermantes, se plaindre de ressembler à Odette, se plaindre. Sa grande terreur, c'est que Montesquieu, le célèbre noble, qui écrit des poèmes et auquel Vinci sert de référence à Proust dans les lettres d'éloge qu'il lui envoie, j'en reproduis nous deux dans le livre. La grande peur de Proust, c'est que Montesquieu se reconnaisse en Charlus et prenne très mal cette figure extrêmement originale, très homosexuelle, ce dont
Montesquieu se défendait. Donc voilà, Proust craint ou les gens qui ne vont pas s'y trouver, ou les gens qui vont trop bien s'y retrouver. Et Reynaldo Hahn, il lui fait cette faveur d'une dispersion honorable dans le récit plutôt que d'une apparition et d'une incarnation toujours discutable. Alors Vinci, si on cherche en effet ce même genre de présence, j'y ai fait allusion à travers la figure du Baptiste, c'est ce thème récurrent de la recherche, qu'on ne sait jamais ce qu'on voit, que la première impression est toujours mauvaise, que tout être nous dissimule sa vérité, qu'on ne le connaît dans le temps, que les apparences sont trompeuses, on peut le dire en ayant référence aussi bien à la sagesse populaire qu'à des théories psychologiques compliquées, mais donc ce thème du dévoilement progressif, du refus, du mystère de chaque être, c'est quand même un thème éminemment proustien, et de ce point de vue-là, on peut dire que Proust a été plus que fidèle à son amour de jeunesse, plus même que par la fascination éventuelle pour l'homosexualité, l'androgynie et les ambiguïtés d'identité. C'est vraiment ce sfumato qui entoure les êtres dans la recherche, qui abuse les autres personnages, qui est au cœur du projet proustien et de la technique proustienne finalement. Et de ce point de vue-là, on peut dire que Proust n'a pas perdu son temps au Louvre en regardant Vinci et qu'il est vraiment resté quelque chose de très Vinci à Proust écrivant la recherche, même si ceux qui voudraient compter les occurrences de Vinci dans le texte seront très déçus. On en trouve 3-4. C'est beaucoup moins qu'Albertine, qui est un peintre, mais un peintre dans le roman et sans doute pas un vrai peintre. Alors, est-ce que, pour autant, Proust, lui-même engagé dans une construction littéraire qui, à la fin, voulait révéler le mystère, on avait effectivement tout à fait fini avec cette dimension mystérieuse, vérité dissimulée, qui se trouve chez Vinci. En fait, on pourrait dire que bizarrement, son personnage de peintre que je citais tout à l'heure, Elstir, bon, non seulement est impressionniste et logique, il ne pouvait pas se donner un personnage de peintre qui eût peint comme autant de Vinci, même si la manière de peindre d'Elstir en confondant la terre et la mer est assez proche de celle de Carpaccio à Venise, mais évidemment avec des effets d'imbrication, de confusion, plus à la Turner qu'à la Carpaccio, qui est toujours très, très dessiné. Donc le peintre Elstir, la grande idée de Proust, elle est à la fois proche et opposée à ce tableau de Vinci, c'est l'idée que, en fait, Elstir est fort parce qu'il nous fait oublier ce qu'on sait. Alors, ça dépend de quel côté, finalement, du miroir on se situe, c'est-à-dire que Vinci nous fait oublier ce que l'on sait en nous promettant un savoir supérieur, qui serait derrière le tableau, enfin, du côté de l'invisible. Bon, c'est la partie religieuse du tableau. Saint Jean-Baptiste, il montre le ciel, où évidemment il annonce l'arrivée de Jésus. Saint Jean-Baptiste est le dernier des prophètes. Jésus est le Fils de Dieu, et c'est la fameuse phrase des évangiles, il faut que je diminue pour qu'il, Jésus, croisse. Enfin, Vinci nous dit effectivement, pas dans le tableau, mais peut-être derrière, au-dessus, avec Jésus, plus tard, vous allez enfin savoir. Et commencer par, en effet, admettez que vous ne savez rien, ce qui est un peu l'idée aussi des religions en général, nous étions dans l'erreur et la révélation nous en tire. Donc le démarrage d'Elstir qui nous demande d'oublier, d'ignorer, est assez comparable, mais Elstir finalement ne promet pas, après cette phase d'oubli et d'ignorance, un savoir supérieur au sens révélé, au sens d'une religion, qui pour le coup va retrouver les zones de l'intelligible, du message et du compréhensible, puisqu'il faut bien que les fidèles s'y retrouvent quand même. Donc Elstir, il nous promet autre chose que le savoir, mais qui n'est peut-être pas un autre savoir, qui est peut-être un autre du savoir, un rapport au monde qui n'est plus celui de l'intelligence. Et je dirais que
si Proust a conservé dans son roman l'idée de révélation finale dans le temps retrouvé, l'idée d'un dévoilement d'une nature humaine et dans le temps très différente de celle qu'on croyait pouvoir connaître par les horloges, les montres et le temps en quelque sorte de l'intelligence, le temps des journées de la chronologie. Donc quand bien même il y a ce thème assez proche d'une révélation à la Vinci, Proust ne la tire plus du côté d'un secret caché dont il suffirait de trouver la cassette, de le lire pour savoir, mais finalement d'une invitation à chacun, comme il le disait par la lecture, de se faire lecteur de soi-même. Il dit du mystère que finalement le vrai mystère, c'est une pénombre qu'on a traversée. Et c'est ce qui nous reste de cette pénombre traversée autour de nous, dans un sous-mateau à la Vinci. Et l'encouragement de Proust, finalement, c'est à chacun d'à la fois trouver, traverser son mystère, et pour accéder à une vérité et un savoir qui ne tiennent qu'à lui, qui ne pourra jamais totalement recevoir. Et c'est en ce sens que je pense qu'il faut lire l'invitation de la recherche et d'un certain point de vue celle du Vinci. Le Vinci, on peut le lire très religieusement, attendez Jésus, lisez les évangiles, ne vous arrêtez pas à mon apparence, comme on peut le lire de manière peut-être tout aussi religieuse mais profane, comme une invitation à chercher en soi une vérité qui serait ridicule de vouloir voir dans un tableau, un au-delà du tableau, et dans le noir. Et donc je crois que l'invitation à chercher en soi-même sa vérité, à traverser sa pénombre, à accéder à son propre mystère pour, sinon tout à fait l'élucider comme une chose qui serait finie une fois pour toutes, c'est cette sorte d'invitation à la liberté, à l'originalité et à la recherche de sa vérité que je voudrais par là conclure cette conférence d'1 heure exactement.